Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord un grand merci d'être venus nous rejoindre dans cette super salle et dans cette super configuration. Merci au Jardin des Sciences qui nous accueille ici au Planétarium. Et merci particulier à Margot Zink qui est chargée de mission au Jardin des Sciences et qui organise ça. Moi je suis Paul Fontenot, je suis producteur bénévole pour la radio locale RCF Alsace qui est partenaire de cette série de conférences Épique Époque. Alors, je vais commencer par une date, 14 décembre 1965. J'avais 15 ans et je pense que c'est ce jour-là que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, mais à la politique au sens noble, enfin au sens de la vie de la cité. C'était la campagne électorale pour les présidentielles. Ça remonte, hein. Donc 14 décembre 65. Le général de Gaulle, qui était mis en ballottage, est interrogé. Ses adversaires l'accusent de torpiller l'Europe. Effectivement, il avait pris des décisions qui n'étaient pas vraiment dans le sens d'une amélioration de la construction européenne. Il dit « Faux procès, je suis convaincu qu'il est indispensable de créer un marché commun entre les six ». À l'époque, l'Europe, c'était juste un marché commun. Peut-être qu'on nous rappellera ça. Mais pas à n'importe quel prix. Et alors là, je vous lis cette séquence qui reste dans les mémoires. Et ça m'a vraiment marqué. Il était comme ça assis, et puis tout d'un coup, il s'est mis à sauter. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Mais ça n'aboutit à rien, ça ne signifie rien. Il faut prendre les choses comme elles sont, etc., etc., etc. Il a développé son argumentaire. Bref, ça nous dit quoi? Ça nous dit que depuis sa création, l'Europe, son fonctionnement, son utilité, son existence même, sont remises en question régulièrement. Alors à partir d'aujourd'hui, le 6 juin, c'est aujourd'hui que ça commence, et jusqu'au 9 juin, auront lieu dans les 27 États de la communauté européenne la désignation de 720 eurodéputés qui siégeront 5 ans au Parlement européen. Entre politique budgétaire, agricole ou migratoire, transition écologique et sécurité, les enjeux actuels et le pouvoir d'action du Parlement européen sont variés. Mais au fait, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour se poser ces questions. C'est quoi le Parlement européen? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi ça sert en quelque sorte? Et est-ce qu'il est susceptible d'évoluer? Est-ce qu'il est en cours d'évolution? Alors pour tenter de répondre à toutes ces questions, on a le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui vont croiser leurs regards, qui vont nous raconter tout ce qu'ils savent sur tout ça. D'abord, Frédéric Allemand, chercheur en droit européen à la faculté de droit, d'économie et de finances de l'Université du Luxembourg, donc un Européen. Lola Avril, docteur en sciences politiques, chercheuse à l'Université de Finlande orientale. Et enfin, Hugo Canillac, maître de conférences en sciences politiques de l'Université de Strasbourg. C'est le local de l'étape, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis, je n'oublie pas notre 4e intervenante, Violaine Leroy, illustratrice. Alors, vous ne la voyez pas. Vous avez vu tout à l'heure ses productions lors des autres conférences, qui fait de la facilitation graphique et qui dessine donc depuis la régie et qui nous montrera ses œuvres au fur et à mesure du déroulé de cette conférence. Alors, le dispositif, c'est simple, c'est des interventions mixées, donc entre nos 3 intervenants, mais aussi des questions, hein. Ils sont là aussi et ils attendent que vous notiez bien vos questions pour avoir le plaisir d'y répondre. Voilà, donc tout est en place. Nous allons commencer avec la première partie. La question est la suivante. Le Parlement, c'est quoi? Je passe la parole tout de suite à Lola Avril. Merci et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors pour commencer justement cette intervention, on s'est dit qu'il serait bien de rappeler quelques faits historiques pour savoir d'où on vient et où est-ce qu'on est arrivé, notamment en ce qui concerne la place du Parlement européen
dans les institutions européennes. Et alors pour cela, il faut revenir en fait au début des années 50, au moment où est constituée la CECA, la Communauté européenne de charbon et d'acier, dont le traité de Paris est signé en 1951. Et en fait, l'architecture institutionnelle des institutions qui vont se dessiner avec cette première communauté européenne va constituer un peu le modèle qui va être réutilisé dans les traités ultérieurs, et notamment pour le traité de Rome en 1957, qui, lui, va créer la communauté économique européenne, le parent direct de l'Union européenne d'aujourd'hui. Donc voilà, ce Parlement européen est un petit peu le descendant des premières institutions qui sont nées dans les années 50. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que quand on a commencé à discuter autour de ce premier traité de Paris en 1951, en fait, dans la déclaration notamment de Schuman, qui est l'acte de naissance de cette communauté européenne charbon-acier, il n'est pas fait mention d'assemblée parlementaire ou de parlement européen. Pas du tout fait mention. Et en fait, c'est parce qu'il va y avoir une pression des parlements nationaux au moment de la négociation, des négociations de ce traité, qu'on va ajouter une première assemblée parlementaire. Alors pourquoi il n'y avait pas d'assemblée parlementaire à cette époque-là, dans l'idée en tout cas des pères fondateurs? C'est parce que ils avaient, notamment pour les négociateurs français, en tête l'actualité parlementaire, l'actualité politique de la France. On est alors en pleine 4e République. Et alors je ne sais pas si vous le saviez peut-être, mais la 4e République est marquée par une très forte instabilité politique, avec des changements de coalition. Les gouvernements se font et se défont, s'enchaînent à un rythme très poussé, très soutenu. Et donc, pour les pères fondateurs de l'Europe, on voit les assemblées parlementaires comme des institutions qui vont en fait ralentir le débat politique, l'appesantir, le complexifier, le rendre un peu trop stérile, et ralentir aussi le rythme des réformes, empêcher le fait d'avancer de manière efficace. Donc, l'idée n'est pas d'avoir un parlement puissant. Et même après que les parlements nationaux aient insisté pour qu'il y ait cette assemblée parlementaire, en fait, elle va être d'abord composée de parlementaires délégués, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés par les parlements nationaux pour siéger dans cette assemblée parlementaire européenne. Donc ça, c'est un premier point, c'est que dans la genèse des institutions européennes, on n'avait pas comme idée un système qui soit centré autour du parlementarisme. Ensuite, c'est aussi pour ça que la première assemblée parlementaire a en fait très peu de pouvoir. C'est une assemblée qui est consultative, qui va donner des opinions, des avis sur la législation, mais qui en fait ne peut pas s'opposer à cette législation. Il peut y avoir des avis plus ou moins positifs ou négatifs, mais ça reste une organisation consultative. Donc c'est un petit peu cette genèse des institutions qui permet de comprendre la faible place accordée au Parlement européen pendant plusieurs années de l'intégration européenne, jusqu'à ce que les parlementaires essayent d'avoir davantage de compétences et qu'on arrive, après des gains petit à petit de pouvoir, à une première assemblée parlementaire élue au suffrage direct en 1979. Donc voilà, c'est cette élection qui se déroule cette année est en fait héritée de la première élection de 1979. Alors à côté de ce changement de désignation des parlementaires européens, on a des gains progressifs de pouvoir pour ces parlementaires, gains qui vont se faire très progressivement et en fait au fil des traités, si on peut, les traités qui vont réformer les institutions scandent en fait l'histoire de l'intégration européenne. Et voilà, on peut citer notamment le traité de Maastricht en 92, où on parle de codécision, c'est-à-dire que d'un coup, le Parlement européen va co-décider la législation européenne avec le Conseil des ministres. On reviendra peut-être sur cette autre institution. Mais voilà, il prend petit à petit du pouvoir législatif. Alors en 92, c'est que sur certains types de politiques publiques, et puis ça va être étendu progressivement à de plus en plus de politiques publiques. Et pour finir, avec le traité de Lisbonne en 2007, ce Parlement européen devient co-législateur dans le cadre de ce qu'on appelle désormais la procédure législative ordinaire. Donc voilà, on arrive avec aujourd'hui dans une histoire qui est qu'on dit en anglais empowerment, mais de gains de compétences, de gains de pouvoir du Parlement européen au cours de l'histoire de l'intégration européenne. Je vais passer peut-être la parole à Hugo Canillac qui va nous expliquer qui sont les députés. Merci et bonjour à toutes et à tous.
Alors oui, je vais prendre le relais directement en essayant de ne pas être trop long pour essayer de compléter ce que vient de dire Lola, m'intéressant plus à la question donc qui sont les députés. Alors il y a une réponse très courte et il y a une réponse beaucoup plus longue. La réponse très courte, les députés européens sont des représentants élus dans les différents États membres de l'Union européenne. C'est la réponse très courte, mais on peut immédiatement se poser la question qui ils représentent et comment. Alors, il y a plusieurs façons de répondre, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte pour essayer de comprendre comment et qui représente les députés européens. D'abord, il y a une dimension européenne nationale. En théorie, si on regarde dans les textes, et notamment dans le règlement intérieur du Parlement européen, il est fait mention de l'intérêt général de l'Union européenne. Et en théorie, dans le discours officiel, on trouve souvent l'expression de peuple européen. Alors, en réalité, les élections européennes, comme vous avez dû le voir dans les dernières semaines, sont des élections qui restent très nationales. Les campagnes sont nationales, les listes sont nationales, et il n'y a pas de liste transnationale. On pourra peut-être en reparler, c'est un vieux débat de la politique européenne. Et donc il y a une forte dimension nationale. Par ailleurs, même une fois qu'ils ont été élus, les députés européens peuvent plus ou moins s'investir dans la dimension européenne. Il y en a qui choisissent de garder un lien très fort avec la vie politique nationale, souvent en fonction des choix de carrière ou des perspectives de carrière politique qu'ils envisagent. Deuxième dimension à prendre en compte, c'est la dimension, cette fois proprement partisane. Les députés européens sont avant tout des élus qui représentent des familles politiques. Au Parlement européen, on ne siège pas par nationalité, on siège par affinité politique. Alors là, il y a deux ensembles de institutions, disons, qui sont importantes. Ce sont les partis politiques européens et les groupes politiques au Parlement européen. Alors les partis politiques européens, que vous connaissez sans doute peu, en tout cas on les connaît relativement mal en général. Ce sont des partis politiques qui ont une existence officielle, qui ont été progressivement encadrés depuis le traité de Maastricht, qui ont donc une vraie fonction, mais qui restent relativement limités aujourd'hui, notamment dans le sens où ils ne choisissent pas la composition des listes. En revanche, les groupes politiques au Parlement européen, donc ce sont les députés qui sont élus, qui s'organisent entre eux, de la même façon qu'à l'Assemblée nationale, on a des groupes politiques. Les groupes politiques jouent un rôle très important au Parlement européen, en particulier parce qu'ils disposent de ressources très, très fortes, très importantes, qu'ils distribuent, pour le dire simplement, entre les différents élus. En particulier, alors ça peut aller des budgets de fonctionnement aux positions institutionnelles, la présidence du Parlement, les vice-présidences et les différents rôles institutionnels qui sont occupés au Parlement européen. Ça inclut aussi des ressources budgétaires. Bref, les groupes parlementaires européens sont vraiment très importants et ils structurent la façon dont se déroule la mandature du Parlement européen. Ils jouent un rôle essentiel dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, oui, juste factuellement, aujourd'hui, il y a 7 groupes au Parlement européen, plus les non-inscrits. On y reviendra, voilà. C'est pas parfait. Alors j'ajoute juste une précision par rapport à cette image. Vous voyez que le Parlement actuel est composé de 705 députés. Le Parlement futur sera composé de 720 députés. Il y a des petits ajustements, notamment depuis le Brexit, qui ont été faits, où il y a une petite variation dans le nombre des députés. Je referme la parenthèse et il y a un dernier aspect, cette fois, que je veux évoquer rapidement, qui est plus sociologique. Quand on dit qui sont les députés européens, on peut se demander quel est le profil sociologique, qui sont vraiment les députés. Une fois qu'on a parlé de leur dimension, de leur origine nationale, de leur affiliation politique, il y a aussi leurs caractéristiques personnelles. Alors là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits ici à Strasbourg, notamment par mon collègue Sébastien Michon, qui montre qu'on a souvent considéré que le Parlement européen était un parlement qui servait de pré-retraite pendant des années, qu'on envoyait des vieux hommes politiques souvent pour aller
prendre une retraite un peu anticipée. Alors c'est de moins en moins vrai, ça change beaucoup, et au contraire, c'est un Parlement qui se caractérise aujourd'hui par un très fort renouvellement d'une élection à l'autre, beaucoup plus qu'à l'Assemblée nationale. Il y a de nouveaux députés qui rentrent d'une élection à l'autre. Et c'est aussi un lieu de professionnalisation politique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de novices qui n'ont jamais fait de politique, qui rentrent au Parlement européen et qui apprennent le métier politique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour comprendre le Parlement européen, qu'on décrit souvent comme quelque chose de très technique. Alors, c'est pas totalement faux, mais voilà, on a aussi des gens qui sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus jeunes. La moyenne d'âge est autour de 50 ans, je crois, ce qui est pas spectaculairement plus jeune qu'à l'Assemblée nationale, mais ce qui reste relativement jeune. Par ailleurs, juste pour finir d'une phrase sur le profil sociologique, l'eurodéputé type est un homme relativement jeune, disons entre 40 et 50 ans, très internationalisé, qui parle souvent plusieurs langues, qui a un intérêt pour la politique européenne souvent assez marquée, et souvent, comme dans d'autres assemblées, qui vient plutôt des catégories sociales supérieures, des catégories socio-professionnelles supérieures, ce qui n'est pas propre au Parlement européen. Mais on pourra en reparler, et je passe la parole tout de suite à Frédéric. Merci Hugo, et bonsoir à tous, et merci aux organisateurs de m'avoir convié aussi à ce débat en ce 6 juin. Alors, il vous a été présenté le Parlement européen, sa mise en place, son historique, et puis également qui sont ses députés. Et puis il y a une question qui va se poser pour vous, alors pour certains de nos compatriotes dès le 8 juin, et puis pour nous tous dans cette région Grand Est, et puis dans le reste de la France métropolitaine notamment, c'est l'élection du 9 juin. Et en fait, les conditions auxquelles les députés, les membres du Parlement européen sont élus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les règles ne sont pas tout à fait identiques d'un pays à un autre pour des raisons très simples. C'est que les conditions de désignation générale pour désigner les membres du Parlement européen sont définies au niveau de l'Union européenne. Ceci étant, le droit électoral, les conditions auxquelles, par exemple, l'âge auquel on peut voter, eh bien, va varier d'un pays à un autre. Donc, il y a toute une partie d'éléments de détail, mais qui sont très importants, qui conditionnent notre participation au vote, qui relèvent du droit national, et puis les grands principes du droit de l'Union. Alors sur ces grands principes, il y en a un qui est clé et qui a été qui est toujours un peu en rupture avec notre culture politique, c'est que ce sont les seules élections que l'on ait au scrutin, au scrutin proportionnel à un tour. Donc c'est relativement rare pour la désignation de membres d'une assemblée parlementaire. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été le cas en France. On a eu quelques épisodes très rares de recours au scrutin proportionnel, mais là, pour cette désignation-là, application de la proportionnelle dans une circonscription unique. Ça aussi, ça n'a pas toujours été le cas. Par le passé, on a eu des élections qui étaient dans un cadre suprarégional, grande région. Voilà, aujourd'hui, on est dans une circonscription unique, donc on va falloir, quand le 9 juin, ceux d'entre vous qui iront voter, eh bien, auront à se prononcer au regard d'une liste de candidats. Et la petite spécificité française, cette liste, elle est à prendre ou pas. Il n'est pas possible de faire des mélanges, des panachages, d'indiquer la préférence parmi les candidats. Celui-ci, il est mis là en tête de liste, mais il ne me plaît pas tellement. Alors j'aimerais plutôt donner mon vote à celui-ci. Donc en France, le vote, il est bloqué par rapport à la liste. Ce n'est pas le cas partout. Par exemple, au Luxembourg, le vote est panaché. Donc, petite spécificité, dans d'autres pays, ce sont des votes préférentiels qui s'observent. Donc voilà, ça c'est un élément qui est important. Un élément aussi qui a pu faire débat en France, puisqu'il y a eu des recours qui ont été formés devant le Conseil constitutionnel, c'est la question des listes, finalement, qui pourront passer un certain seuil. Si vous faites moins de 5% des bulletins exprimés, eh bien, vous n'aurez aucun représentant au sein du Parlement européen. Alors évidemment, en ce moment, il y a certaines listes qui font un peu la gribouille, parce qu'elles voient les estimations et se disent que potentiellement, la fois prochaine, elles n'auront plus de représentants. On en reparlera tout à l'heure. Alors, c'est pas nécessairement le même seuil partout.
Dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, il n'y a pas de seuil. Alors logiquement, ils devraient en avoir un, mais pas de chance. Ils ont leur cour constitutionnelle qui a dit que ce n'était pas compatible avec le système allemand, donc eux, ils n'ont pas de seuil. En revanche, dans d'autres, vous avez des seuils qui peuvent être de 2%, 3%, 4%, ça varie. Alors tout ça est valable pour les États membres dans lesquels on va désigner plus de 35 députés. Si vous avez moins, en fait, le nombre est tellement insuffisant, il faut garder une certaine représentativité dans les personnes qui sont désignées. Donc, vous n'êtes pas tenu par ce seuil, typiquement Luxembourg. Mais bon, Luxembourg, ils en ont que 6 à désigner. Donc, il n'y a jamais tellement de surprises. Parce que ça aussi, c'est un point important. Combien va-t-on désigner de membres du Parlement européen? Hugo l'a dit, pour cette fois-ci, on sera à 720 membres. Ceci étant, voilà, les élections européennes s'organisent dans chaque État membre, et chaque État membre a obtenu la possibilité de désigner un certain nombre de députés européens. Alors, le calcul, pourquoi la France en a 81 et pas plus ou pas moins, ça fait l'objet d'un calcul relativement technique qui vise à assurer que dans tous les États membres, il y a une certaine représentativité politique qui soit assurée. Pourquoi en fait? Parce qu'on a des États qui font 80 millions d'habitants et d'autres, Luxembourg, 600 000, Malte, 450 000. Donc il faut pouvoir assurer dans chacun de ces États aussi la prise en compte de la diversité politique, mais pas trop éclater non plus les règles de représentativité. Si on appliquait la même règle partout, si un député valait exactement le même nombre d'électeurs dans tous les États, mais c'est plus une assemblée qu'on aurait, ce serait le Stade de France. Donc évidemment, ça poserait quelques problèmes. Alors, ce qui fait que, par exemple, un député européen élu en Allemagne représente approximativement 640 000 électeurs inscrits. J'ai vérifié avant de venir. Au Luxembourg, on est à 47 000. Un député européen élu au Luxembourg va représenter 47 000 électeurs inscrits. Mais c'est lié au fait que l'Union européenne est faite d'États petits, moyens, un peu plus grands et puis grands. Alors après, donc question de représentativité, peut-être qu'il pourra susciter quelques questions parmi vous. Et puis il y a les questions des conditions. Il faut savoir que pour être soit électeur ou soit candidat, il y a un certain nombre de conditions et dont les grands principes, là aussi, ont été posés dans les textes européens. Et un des premiers principes et qui marque aussi ce qu'est la citoyenneté européenne, ça participe énormément, je crois que c'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé, la citoyenneté européenne fait que vous avez le droit de voter en tant que citoyen européen dans le pays dans lequel vous résidez dès lors que vous présentez un établissement suffisamment continu et durable. Alors, les conditions varient aussi d'un État à un autre. Ce qui fait qu'on a un certain nombre ici à Strasbourg d'Allemands qui sont installés durablement et qui se sont peut-être inscrits sur les listes électorales, la liste électorale complémentaire, pour la dire, qui participeront aux élections européennes s'ils le souhaitent. De la même façon, en tant que résident, vous avez, dès lors que vous remplissez là aussi un certain nombre de conditions qui s'appliquent identiquement pour les citoyens français, peuvent se présenter aux élections européennes. On a un cas très typique d'un binational qui a été tantôt élu en France, tantôt élu en Allemagne et qui était connu par le passé pour ses engagements sur mai 68. Donc voilà, je pense que vous l'aurez reconnu. Alors évidemment, ce sont des cas plutôt atypiques, il n'y a pas tant de candidats. Et là, je ne crois pas sur les listes qui ont été présentées pour les européennes en France, sur les 36 ou 37 listes qui ont été validées. Je ne crois pas qu'il y ait énormément de ressortissants de l'Union européenne qui soient inscrits dans des positions très élevées. Il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est vraiment très, très marginal. Donc voilà ces conditions qui vont s'appliquer et qui vont permettre le bon déroulement des élections. Alors c'est vrai qu'il y a des conditions au début, et puis on verra, il y a des conditions une fois qu'on est élu, et encore faut-il
les résultats ne sont pas définitifs tout de suite. Il y a toute une procédure de vérification, des conditions notamment d'inéligibilité. Vous pouvez avoir plusieurs mandats. Des fois, il faut faire un choix au niveau européen. On dit, si vous êtes aussi membre d'un gouvernement, vous ne pouvez pas être en même temps membre du Parlement européen. Si vous êtes membre d'un organisme européen, que ce soit la Commission, le Comité économique et social européen, vous ne pouvez pas être aussi membre du Parlement européen. Donc, il faut faire un choix. Et donc, il y a un temps nécessaire aussi pour que ce choix puisse s'opérer, pour qu'on puisse vérifier vos pouvoirs, le fait que vous êtes bien en conformité avec les règles applicables. Merci à vous trois pour cette première partie. C'est vraiment super parce qu'on a déjà appris plein de choses, ou remémoré plein de choses. Ça commence bien. Nous allons maintenant aborder une deuxième partie, maintenant qu'on sait qui est au Parlement européen, mais qu'est-ce qu'ils y font en fait? Et qu'est-ce qu'il fait? À quoi ça sert ce Parlement européen? On a souvent tendance à dire ça nous coûte cher, on doit participer au financement, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? Et je repasse la parole tout de suite à Frédéric Allemand, donc, qui nous vient du Luxembourg. Alors, Luxembourg qui a été le premier pays où l'Assemblée parlementaire s'est installée. Donc il y a toujours, notamment Place de l'Europe, pour ceux qui connaissent, au début du plateau du Kirchberg, juste en face des bâtiments de la Cour de justice. Vous avez le bâtiment du Conseil dedans. Il y a aussi, alors c'est une grande tour, architecturalement, elle n'est pas très beau. Vous avez la première salle de réunion de l'Assemblée parlementaire qui est dans un style un peu lourd, mais qu'on peut encore visiter si vous êtes intéressé un jour. Alors, ce que fait le Parlement européen, Lola l'a dit tout à l'heure, ses fonctions ont évolué au fur et à mesure, au fil du temps. Je ne vais pas revenir sur l'historique pour me concentrer aujourd'hui. Alors, le Parlement européen a avant tout des fonctions législatives. Il est chargé, première fonction, d'adopter les lois européennes, entre guillemets, c'est-à-dire des actes juridiques qui vont être contraignants pour les États membres, mais également les citoyens européens ou les opérateurs économiques. Alors, quand je dis cela, il ne faut pas se tromper. Le Parlement européen, et c'est un peu une caractéristique de l'Union européenne n'est pas un État. C'est un dispositif qui vise à permettre d'avancer collectivement sur des sujets d'intérêt mutuel et pétri d'une logique un peu internationale. Donc le Parlement européen, ce n'est pas un super Parlement qui pourrait régler tout et n'importe quoi parce qu'il le souhaite, parce que la loi est toute puissante. Ses pouvoirs sont limités, sont encadrés par les textes constitutionnels européens, les traités, dont le dernier en vigueur, le traité de Lisbonne, donc de 2009. 2007 est rentré en vigueur en 2009. Et donc, dans un certain nombre de domaines, à peu près 85 domaines, le Parlement européen a le pouvoir d'adopter des règlements. Donc ça, c'est directement contraignant pour nous tous, ça nous concerne directement. Des directives, ça s'adresse aux États qui, après, ont la responsabilité de prendre les lois ou les mesures réglementaires nécessaires à l'application, ou des décisions, des mesures individuelles qui vont concerner directement des opérateurs, typiquement, ou des États. Donc, il va pouvoir intervenir dans 85 domaines. Par exemple, la politique de l'environnement, on en a beaucoup parlé dernièrement, en matière d'énergie aussi, en matière de protection des consommateurs, en matière d'intelligence artificielle, donc en matière d'agriculture aussi. Mais, comme je vous disais, les domaines dans lesquels ils peuvent intervenir sont définis. Alors, de façon, des fois, plus ou moins large, mais ça veut dire qu'il y a toute une série de domaines dans lesquels il n'intervient pas. Ou c'est pas lui qui a le pouvoir exclusif d'adopter la loi, ça sera les représentants des États membres réunis au sein du Conseil de l'Union européenne, donc la réunion des ministres chargés des différents portefeuilles chez eux. Donc ça, c'est un point important. Quand le Parlement a ce pouvoir législatif, il ne l'utilise pas seul. Il l'utilise avec une autre institution dont je viens de vous parler, c'est le Conseil. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système bicaméral en matière d'adoption législative sur les domaines dans lesquels le Parlement est compétent. Le Parlement n'est pas laissé seul, il agira avec le Conseil. Ce qui est important, c'est qu'une loi européenne, donc entre guillemets, sera adoptée si les deux institutions se prononcent favorablement. Si à la fin d'une procédure un peu longue parfois, ils disent « Eh bien, on s'est mis d'accord sur un texte commun, ça nous va, et tous les deux, on signe. » Donc en bas des textes juridiques, des lois européennes, il y a bien les deux signatures du Parlement et du Conseil. Donc ça, c'est important à dire. Alors,
pouvoir législatif, ça donne quoi à peu près? Il a adopté approximativement, je vais les donner, je crois, à peu près 150 actes législatifs sur la dernière législature, donc ce n'est pas un volume très, très important, hein. Principalement en matière d'environnement et d'énergie et de transport. Premier domaine dans lequel il est intervenu, c'est les transports, de façon surprenante, surprenante oui, non, parce que l'Union européenne, c'est avant tout aussi la circulation. C'est important de pouvoir réguler ce domaine-là. Mais il ne fait pas que ça. Le Parlement, c'est aussi une autorité budgétaire. Il vote le budget annuel de l'Union. Alors, autorité budgétaire un peu particulière, parce qu'il vote que le côté des dépenses. Les recettes, eh bien, qui met l'argent, qui met la main à la poche? Il y a des ressources qui tombent directement dans l'escarcelle de l'Union européenne, mais il y a une grande partie des ressources, 75% à peu près, parfois un peu plus, qui sont des contributions apportées par les États. Donc là, les États veulent garder la main sur le fait que ceux qui financent pour l'essentiel le budget annuel de l'Union aux alentours de 175 milliards d'euros pour 2024, typiquement. Et puis, il va aussi voter la décharge, il va s'assurer que le budget a bien été exécuté conformément à ce qui a été prévu. Donc, il va donner son assentiment à l'engagement, à l'exécution du budget en fin d'année, l'année suivante, qu'il donne donc quitus à la Commission européenne. Et puis, c'est aussi un Parlement qui intervient politiquement. C'est un forum de débat. Une grande partie de l'activité du Parlement, c'est de prendre position sur des sujets d'actualité. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Donc, il adopte des résolutions. Alors, ce n'est pas contraignant. Mais ça indique, ça lance des messages à l'attention des autres institutions, des États membres, et aussi des opérateurs économiques, et aussi évidemment des citoyens européens, et aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Donc voilà les trois domaines dans lesquels il intervient. Donc un Parlement un peu particulier. Le terme Parlement est un peu excessif peut-être par rapport à la vision qu'on en a nous dans notre cadre national. Ceci étant, voilà, il a des activités quand même tout à fait importantes sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je passe la main. Alors, je ne sais plus, Luc. C'était à Hugo. Merci. Je vais prendre là aussi le relais très directement en essayant de préciser en quoi le Parlement européen donc, est une institution politique. Alors, Frédéric a déjà évoqué deux dimensions importantes. D'abord, il fait la loi. Donc, évidemment, il est co-législateur. Donc, évidemment, c'est une dimension importante de l'activité politique. Et d'autre part, il a effectivement de cette dimension, ce qu'on appelle en sciences politiques la fonction tribunicienne, c'est-à-dire qui consiste à servir de tribune, de caisse de résonance à certaines revendications, souvent symboliques, qui vont souvent au-delà des pouvoirs du Parlement à strictement parler, mais qui servent à donner de la visibilité à certaines causes, certaines revendications. Mais il y a aussi une autre dimension du pouvoir du Parlement européen qui est vraiment fondamentale et dont on va beaucoup parler dans les semaines et les mois à venir, qui est très généralement sa fonction de contrôle des autres institutions et en particulier de la Commission européenne. Alors, contrôle qui se fait principalement de deux façons, qui se fait en quelque sorte a priori, ou en tout cas un contrôle en amont sur la désignation de la Commission, et un contrôle qui se fait après sur l'activité de la Commission. Alors pour ce qui est de la dimension a priori, avant l'entrée en fonction de la Commission, le Parlement européen élit d'abord la présidente ou le président de la Commission européenne sur proposition des chefs d'État et de gouvernement. Alors, pendant longtemps, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment fait problème, il n'y avait pas vraiment de difficultés là-dessus, il pouvait y avoir des contestations, mais ça restait relativement mineur. Depuis 2014, il y a une petite tentative de révolution dans l'Union européenne avec le système des Spitzenkandidaten, donc des têtes de liste, pour le dire plus simplement, hein, qui est l'idée que les candidats qui étaient têtes de liste du parti qui est arrivé en tête aux élections européennes, donc du groupe plutôt majoritaire ou le plus important au sein du Parlement européen, cette tête de liste va devenir président ou présidente de la Commission. C'est ce qui s'est passé en 2014, mais en réalité, c'est fondé sur une interprétation des traités qui est assez généreuse de la part du Parlement européen, puisque en réalité, dans les traités européens, c'est pas prévu de cette façon. C'était plutôt un coup politique du Parlement européen qui a réussi à imposer ça face aux chefs d'État. Mais en 2019, et notamment en raison de l'opposition de
chefs d'État et de gouvernement de plusieurs grands, entre guillemets, États membres, cette procédure n'a pas été reconduite et Ursula von der Leyen n'était pas la tête de liste du PPE en 2019. Donc, bon, il y a quelque chose ici qui reste à voir. C'est pas du tout certain comment ça va la façon dont ça va se passer. Mais quoi qu'il en soit, le Parlement va devoir approuver ou le candidat qui sera proposé par les chefs d'État et de gouvernement. Il peut donc aussi censurer cette proposition. De même, le Parlement auditionne le collège des commissaires, donc auditionne les commissaires individuellement pour vérifier qu'ils sont proposés là aussi par la présidente de la Commission et les États, pour vérifier qu'ils sont bien en adéquation avec la fonction pour laquelle ils sont proposés. Alors, c'est pas du tout quelque chose de symbolique, là, pour le coup. Les auditions des commissaires, c'est quelque chose qui peut être assez dur. Et c'est disponible en ligne. Hein. Vous pouvez trouver tout ça sur le site du Parlement européen. Et je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller jeter un coup d'œil parce que bon, ça donne une idée de ce que c'est la politique européenne. Et c'est pas simplement... le Parlement européen fait pas de cadeaux aux candidats et aux candidates qui sont proposés. En l'occurrence, en 2019, ça avait été illustré par plusieurs refus, et notamment la Française Sylvie Goulard, qui avait été recalée parce qu'elle appartenait au MoDem, et le MoDem était pris dans une affaire de conflit, pas de conflit d'intérêt, mais avec les assistants parlementaires. Voilà. Et donc, elle avait été refusée par le Parlement européen. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment réel et c'est un pouvoir qui est vraiment exercé. Ensuite, et plus rapidement, il y a un deuxième aspect de ce contrôle du Parlement européen sur la Commission, qui est le contrôle sur l'activité de la Commission. C'est ce qu'on appelle la reddition de comptes, c'est-à-dire que la Commission européenne rend des comptes, doit rendre des comptes au Parlement européen. Ça peut s'exercer par des commissions d'enquête. Le Parlement européen peut lancer des enquêtes sur certains aspects de la politique européenne. Ça peut s'exercer aussi de façon beaucoup plus radicale par une motion de censure. C'est-à-dire que le Parlement européen, comme la plupart des assemblées démocratiques, peut censurer la Commission européenne. Alors, les assemblées peuvent censurer théoriquement le gouvernement, comme Frédéric l'a rappelé. La Commission européenne, l'Union européenne n'est pas un État et la Commission européenne n'est pas vraiment un gouvernement. Mais de ce point de vue-là, le Parlement européen exerce une fonction similaire. Il peut faire tomber la Commission. Alors, ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent, mais ça a failli arriver. Ça a vraiment failli arriver, simplement... un peu comme Nixon aux États-Unis, la Commission a démissionné avant d'être sanctionnée par le Parlement européen. C'était une commission qu'on a un peu oubliée, et pour cause aujourd'hui, qui était la commission qui était présidée par Jacques Santer en 99, et qui a démissionné suite à, là pour le coup, plusieurs affaires de corruption en son sein. Et bon, suite au scandale, il était devenu assez clair que le Parlement allait censurer la Commission, ce qui aurait créé un événement sans précédent dans l'Union européenne. Et donc la Commission a pris les devants et a démissionné. Ce qui a conduit par la suite à la création de l'Office pour la lutte contre la fraude, l'OLAF, qui s'occupe de la lutte contre la fraude dans l'Union européenne. On pourra en reparler si vous voulez, mais je rends la parole à Lula. Oui, alors je vais ajouter, en fait, ce qu'on a un petit peu vu là dans cette deuxième partie, c'est aussi que le Parlement, il s'inscrit dans un réseau d'acteurs et d'institutions. Et donc, il doit à la fois dialoguer avec le Conseil des ministres pour l'adoption de la plupart des textes, selon la procédure ordinaire législative, qu'il doit faire avec la Commission, qui de toute façon est la seule qui a globalement propose donc ces directives et ces règlements, donc a le pouvoir un petit peu d'initiative, même s'il y a des petits aménagements désormais. Donc voilà, il faut faire avec la Commission et le Conseil des ministres. J'aimerais rajouter d'autres types d'institutions et d'acteurs avec lesquels le Parlement européen est en contact, et qui est un petit peu, qui a été discuté notamment ces derniers mois. Ce sont les groupes d'intérêt, les lobbies, des acteurs externes qui vont venir essayer d'influer sur la prise de décision au Parlement. Et alors tout de suite, je vais encore faire une petite incartade historique, mais il faut aussi préciser que
historiquement, les institutions européennes, que ce soit le Parlement, que ce soit le Conseil, en tout cas ces groupes de travail du Conseil des ministres ou la Commission européenne, ce sont des petites institutions. La Commission, souvent, on dit que c'est la taille d'une administration d'une grande ville européenne pour administrer l'ensemble de l'Union européenne. Donc ce sont des petites... donc le Parlement européen, pareil, ne dispose pas forcément des mêmes ressources pour avoir de l'expertise. Donc il y a un recours historique à l'expertise externe pour connaître ce qui se fait dans les États membres, pour avoir une législation la plus adaptée et qui puisse être transposée dans désormais 27 États membres. Il faut savoir ce qu'il est possible de faire, quelles sont les règles actuelles, etc., etc. Donc historiquement, et encore aujourd'hui, on a des relations qui sont soutenues entre les parlementaires, si on parle du Parlement européen, et leurs collaborateurs, et un ensemble de groupes d'intérêt, que ce soit des fédérations d'entreprises dans certains secteurs. On a pour chaque secteur d'entreprise, pour chaque secteur d'activité, des fédérations européennes qui ont des bureaux à Bruxelles, que ce soit des ONG, des think tanks, etc., etc. On a tout un ensemble d'acteurs qui vont interagir avec les parlementaires, avec les collaborateurs, et qui vont aussi essayer, bien sûr, de pousser les intérêts qu'ils représentent. Alors, on a cette idée. Après, on a aussi un ensemble de règles pour... juste pour vous donner une idée, sur ce que ça représente, si on regarde le registre de transparence européen qui répertorie ces acteurs, on a plus de 12 500, je crois 12 250 groupes d'intérêt inscrits. Donc, ce qui est relativement conséquent, sachant qu'il existe aussi des groupes d'intérêt non inscrits à ce registre, on en parlait juste avant. A priori, donc, il y a une vraie politique de transparence. Ce qu'on peut constater déjà quand on regarde ce registre, c'est que la grande majorité des intérêts qui sont représentés à Bruxelles sont des intérêts commerciaux. C'est-à-dire que sur les plus de 12 000 participants, on a environ 3 000 ONG. Donc il y a peut-être quelque chose à penser sur les déséquilibres des intérêts représentés et aussi des déséquilibres de moyens qui sont mis en œuvre pour interagir avec les députés, organiser des conférences, produire de la connaissance, etc. Mais en tout cas, c'est une réalité du quotidien du parlementaire européen qui est de dialoguer avec ces groupes d'intérêt, rencontrer les acteurs, rencontrer les entreprises pour aussi recueillir un ensemble de positions sur les dossiers qu'ils gèrent. Et ça fait vraiment partie d'un travail très conséquent qui est mené par les parlementaires, ces rencontres. Alors je le disais, elles sont largement... Ces pratiques sont largement aujourd'hui encadrées. On a un registre de transparence, on a un registre des cadeaux que reçoivent les parlementaires, on a un registre des rencontres, etc., etc. Un registre, par exemple, aussi des activités secondaires qu'un parlementaire peut avoir. Donc voilà, on a tout un réseau d'outils de transparence. Là où je veux en venir aussi, c'est que ça a pu susciter aussi certains scandales. Et on est là face à l'un des grands scandales de la dernière législature, qui est le Qatargate, où là, on parle d'un autre type d'acteurs qui essayent d'influer la décision parlementaire et qui sont les pays tiers, c'est-à-dire les pays non membres de l'Union européenne, en l'occurrence dans le Qatargate, donc où, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pour rappeler en 2 mots, c'est des valises de cash qui ont été retrouvées notamment chez l'une des vice-présidentes du Parlement européen, Eva Kaili, et qui auraient été une rétribution pour des positions favorables au Qatar lors de débats parlementaires et qui a impliqué d'autres anciens députés, etc. Donc il y a un autre point aussi, c'est qu'on a des pratiques qui sont très légitimes d'interaction entre les parlementaires et les groupes d'intérêt pour forger une décision éclairée, mais ces pratiques peuvent aussi être illégitimes, voire illégales. Et ce qui a constitué, on en parlait sur la commission Santer en fin des années 90, il y a 1 an et demi avec le Qatargate, qui peut constituer aussi une perte de légitimité de l'institution parlementaire lorsque on est confronté à des grands scandales. Alors évidemment, les outils de transparence que j'évoquais sont là pour s'assurer du bon comportement des parlementaires. Une autre manière aussi, c'est le contrôle et la responsabilité qu'a le Parlement devant les électeurs. Et c'est-à-dire que c'est aussi au moment des élections qu'on peut sanctionner ou non des comportements qui sont illégitimes, voire illégaux. Merci pour cette deuxième partie sur qu'est-ce que fait le Parlement. Alors on va faire juste une mini-pause pour regarder l'état d'avancement du travail de Violaine,
donc qui va nous projeter ses premiers petits dessins. Voilà. Alors je vous laisse regarder. Donc vous voyez le principe. Vous avez l'image de la personne qui est intervenue, puis vous avez des petits dessins et puis des mots au fur et à mesure de la présentation. Elle note ce qui lui semble intéressant, ce qui lui semble, oui, rigolo parfois. Et voilà. Donc là, elle est en plein travail. On va la laisser continuer son travail et puis on regardera à la fin de la présentation, on regardera... je crois qu'il y a un intervenant là, Frédéric Allemand, qui ne se reconnaît pas tout à fait. Si Ah oui, ah ouais, c'est ça, il n'y a pas les cheveux blancs. Merci Violaine. Donc, bonne continuation. Nous allons continuer avec notre troisième partie. Donc là, on a vu qu'est-ce que c'est que le Parlement européen, on a vu qu'est-ce qu'il fait. Et maintenant, dans une troisième partie, on va aborder peut-être le futur, parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a des changements, il y a des évolutions tout au long de l'histoire de l'Europe, hein, ça évolue. Et donc, qu'est-ce qu'il sera éventuellement? Et là, je redonne la parole à Hugo Canillac, qui est donc maître de conférence à l'UNISTRA. Alors là, on rentre dans une troisième partie, donc qui est un peu plus spéculative, puisqu'on va vous parler de choses qui n'ont pas encore eu lieu. Donc je voudrais commencer par un petit mot de prudence méthodologique. Ce que je vais vous dire là, c'est-à-dire à quoi pourrait ressembler le Parlement demain, enfin, dans 4 jours exactement, ça reste basé sur des sondages, sur des études un peu prospectives. Évidemment, il faudra revoir tout ça lundi ou dimanche soir. Bon, simplement, les sondages pour les élections européennes sont très compliqués, puisque, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des élections nationales, et donc ça implique de faire 27 sondages nationaux, et donc ensuite de les mettre ensemble. Bref, ça inclut beaucoup d'incertitudes. Par ailleurs, un deuxième point méthodologique, en quelque sorte, qu'il faut préciser avant d'entrer dans cette question, c'est qu'il y a vraiment un point d'interrogation très important sur ces élections, comme sur toutes les élections européennes, mais c'est l'abstention. L'abstention dont on parle relativement peu, je trouve, dans le débat public, en tout cas pour l'instant. Aux européennes, c'est vraiment une grosse incertitude. Elle est traditionnellement très élevée. Plus exactement, elle a été ascendante depuis le passage au suffrage universel des élections européennes en 1979, à une exception près, et cette exception, c'est 2019. 2019, la participation a légèrement rebondi, alors c'est un petit rebond, hein, on était à peine 50% de participation, mais c'était à l'inverse de la tendance qu'on observait depuis des dizaines d'années. Là, ce que prévoient les sondages, j'ai regardé ce matin les sondages pour ce qui est de la France, prévoient une abstention un peu plus forte qu'en 2019, donc on pourrait renouer avec cette vague d'abstention. Mais ça reste vraiment une énorme inconnue sur ces élections qu'il faut prendre en compte pour parler de ce que pourra être le Parlement. Maintenant que j'ai pris 2 minutes pour inviter à la prudence, je peux quand même m'avancer un tout petit peu à quoi pourrait ressembler le Parlement dimanche soir. Ce que tous les observateurs attendent globalement, c'est une poussée à droite du Parlement. C'est évidemment quelque chose qu'on discute beaucoup en France, mais ça va au-delà de la France, hein, ça s'observe dans la plupart des pays européens. Il y aurait une forte poussée de la droite, et notamment de la droite radicale, et plus précisément des deux groupes de la droite radicale au Parlement européen, c'est-à-dire le groupe ID, Identité et Démocratie, et ECR, les conservateurs et les réformistes européens. Alors, pour vous donner une idée, je reprends mes notes pour pas me tromper, mais le groupe ECR, c'est le groupe qui correspond à Reconquête en France, mais qui inclut aussi le PiS en Pologne et les Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni en Italie, entre autres, alors que le groupe ECR, c'est le groupe qui correspond au Rassemblement national en France et qui en Italie, par exemple, inclut la Lega.
Pardon, voilà. Heureusement que j'avais repris mes notes. Voilà. Tout ça pour dire que les groupes, ces groupes qu'on rassemble sous l'étiquette de droite radicale ont à la fois des points communs et de fortes divergences. Bon, on pourra en reparler tout à l'heure, mais des points communs idéologiques aussi, parce qu'en Italie, par exemple, les Fratelli d'Italia et la Lega sont alliés actuellement, alors qu'en France, le RN et Reconquête sont plutôt en concurrence. Donc il y a des dynamiques qui vont être assez intéressantes à suivre. Bon, maintenant, si cette poussée à droite se produit, on devrait aussi observer une forte chute des partis verts. C'est quelque chose qui devrait s'observer. Et une baisse aussi sensible des sociaux-démocrates et sans doute des libéraux, notamment en France. Maintenant, je me base notamment sur une étude qui a été réalisée par une collègue de l'Université libre de Bruxelles, Nathalie Braque, qui a essayé d'imaginer à quoi pourrait ressembler ce Parlement. Et concrètement, il se pourrait que malgré ces changements, ça ne change pas fondamentalement la façon de fonctionner du Parlement européen. C'est-à-dire qu'il se pourrait qu'on ait toujours une coalition relativement au centre droit sans doute, mais qui correspondent à peu près à ce qu'on a aujourd'hui. C'est possible, mais c'est aussi possible qu'il y ait des recompositions, comme je l'évoquais à l'instant, dans la droite radicale, qui donnent lieu à un très gros groupe très à droite, qui pourrait changer largement, cette fois, l'équilibre du Parlement européen. C'est aussi une possibilité, un peu plus faible, mais réelle. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faudrait ensuite regarder ce qui se passe vraiment dans ce groupe, parce que c'est une chose de faire des groupes, c'est autre chose de voter les mêmes textes au sein de ces groupes. Et en l'occurrence, les partis de droite radicale ont souvent, on en parlait aussi tout à l'heure, ont souvent une tendance à voter de façon fragmentée et notamment de façon très nationale. Donc, on pourrait observer un groupe important, mais qui ne serait pas très discipliné. Néanmoins, il pourrait y avoir cette poussée à droite, et si c'était le cas, et dans le scénario où la droite radicale arriverait à s'unir et éventuellement ferait une coalition avec le PPE, qui est le parti de centre-droit, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais ça reste possible. Si c'était le cas, évidemment, ça pourrait impliquer des changements politiques dans les textes votés qui seraient importants. Mais là-dessus, je vais laisser la parole à Lola. Merci Hugo. Alors j'avais pour tâche aussi de regarder un petit peu les programmes et de faire un petit peu ce même exercice de projection, non plus sur les coalitions, mais peut-être sur les thématiques qui qui pourraient être centrales. Hein. Je mets exactement les mêmes précautions qu'Hugo sur les projections que je vais pouvoir faire. Alors effectivement, il y a déjà cette peut-être possible recomposition, en tout cas qui pourrait avoir pour conséquence des politiques environnementales un peu en baisse, ou en tout cas un déverdissement, on va dire, des politiques publiques européennes. Immédiatement après les élections, il y a aussi à prendre en compte qu'il y a une présidence tournante du Conseil de l'Union européenne qui a été la France l'année dernière, 2022 déjà, en 2022. Voilà, ça va être autour de la Hongrie d'avoir cette présidence de Viktor Orban, donc un dirigeant qui est assez connu pour son anti-européanisme, sa proximité avec la Russie et pour ses politiques homophobes. Donc là, il va prendre les contrôles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va décider de ce qui va se passer dans l'Union européenne, mais en tout cas, ça va lui donner le loisir de pousser ou de ralentir certains dossiers. Donc, dans les prochains mois, il faudra aussi compter avec la bonne volonté de la Hongrie et en tout cas sa volonté certaine de ralentir considérablement certaines négociations sur certains sujets. Mais si on s'en tient au Parlement, on peut voir que si on regarde les thèmes de campagne déjà, alors j'ai trouvé un des derniers sondages qui est fait par un consortium de médias européens et qui montrait que pour les citoyens européens, ce qui était la principale préoccupation dans le vote, c'était la santé à 41%, la guerre à 38%, le pouvoir d'achat à 24% et l'environnement à 24%. Et donc santé, guerre, pouvoir d'achat, environnement. Ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont pas du tout ce que j'ai pu trouver dans les grandes thématiques
de campagne, ou en tout cas celles qui sont ressorties. La santé, évidemment, a été un grand sujet avec la gestion du Covid par l'Union européenne. Ça ne l'est pas tellement dans la campagne, de même que les problématiques environnementales sont passées au second plan des débats. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les grands points sont aussi ceux des grands dossiers sur lesquels on a pu avancer dans la dernière législature. Un peu comme si aussi les partis politiques montraient leur bilan en proposant d'avancer plus loin sur certaines thématiques. Alors je pense notamment à la régulation du marché numérique, par exemple, qui revient dans beaucoup de programmes. Or, on a justement eu un grand accomplissement dans cette dernière législature qui était ce qu'on appelle le Digital Market Act et le Digital Service Act, donc deux ensembles de régulation des plateformes et des politiques et du numérique. On a aussi beaucoup de partis qui mettent en avant qu'il faudrait davantage contrôler les frontières externes. À ce titre aussi, on a eu un grand accomplissement en avril dernier avec l'adoption d'un pacte européen sur les migrations qui vise à adopter, à répartir les demandes et à introduire une forme de solidarité entre les États membres sur la gestion des migrations. La défense européenne reste l'un des grands thèmes aussi. Alors c'est aussi parce que en France ça a été porté par le parti du gouvernement et ça reste un des grands thèmes où il y a beaucoup de politisation et de polarisation dans le sens où ici les partis souverainistes sont très très réticents à la mise en commun d'une défense européenne, tandis que d'autres militent au contraire pour une politique européenne de défense à l'échelle véritablement européenne. Voilà un peu pour les grands thèmes. Je voulais vraiment souligner cette déconnexion que j'ai trouvée, en tout cas, entre les raisons des votes et les thématiques qui ont pesé sur ce débat ces dernières semaines. Et je vais laisser la parole à Frédéric. Bien, merci. Bon, alors que se passera-t-il le 9 juin au soir, ou tout du moins le 10 juin au matin? Alors, c'est sûr que certains, peut-être, ne seront pas tout à fait satisfaits, d'autres, en revanche, se réjouiront. Mais bon, ça ne va pas être le grand bouleversement. Le 10 juin au matin, en fait, vous avez les responsables des groupes politiques au niveau du Parlement européen. Le Parti populaire européen pour le centre-droit, les socialistes et démocrates pour le centre-gauche, les Verts, Alliance libre européenne, c'est une confédération, c'est un ensemble de plusieurs groupes écologistes, etc. Les 7 qui vont se réunir, qui vont faire le point. Ils vont déjà compter leurs femmes et leurs hommes, évidemment, tout en sachant que les résultats ne sont pas définitifs. Par exemple, côté français, on a des résultats provisoires à la date du 9 juin vers 22h à peu près, quand les chiffres sont un peu remontés en préfecture et puis quand il y a les sondages de sortie d'urne. Mais on aura une obligation de vérifier notamment que dans les procès-verbaux, ça correspond à peu près au nombre de personnes qui ont signé les registres. Et les résultats ne seront transmis définitivement, les résultats finaux côté français ne seront connus définitivement qu'à partir du 13 juin. Donc il y a toujours quelques éléments qui peuvent bouger, mais à la marge. Et après, les autorités nationales, en France, le ministère de l'Intérieur va transmettre la liste des personnes élues en France au Parlement européen qui va recevoir et qui aura un mois. Il faut que cette liste soit transmise avant la tenue de la première séance de l'Assemblée plénière qui est constitutive, puisque ça permet, c'est l'occasion pour le Parlement européen de désigner c'est sa nouvelle gouvernance, à savoir son président ou sa présidente, et puis les 14 vice-présidences, et puis les questeurs, donc les personnes, les députés qui ont la responsabilité des affaires administratives et financières. Il y en a 5. Donc il y aura un mois entre le moment où les élections se tiennent et puis la tenue de cette première assemblée constitutive. Donc ça va être un premier temps dans lequel on va être vraiment centré sur les aspects très institutionnels propres au Parlement européen. Et puis là, chacun va se compter. Ah bah tiens, et donc les grands groupes, PPE, Parti populaire, groupe socialiste-démocrate, voilà, il n'y aura pas, a priori, au regard des sondages, il n'y a pas tellement d'évolution. Là, comme l'a dit Hugo, là, il y a des recompositions qui sont envisageables. C'est entre les deux partis très conservateurs et extrême droite, et on verra un petit peu comment ça se passe. Donc là, il peut y avoir quelques surprises, mais sur le fonctionnement du Parlement, il n'y a pas de rupture totale qui va s'observer. Donc, côté Parlement, ils vont essayer de se mettre en place. Et puis, il va falloir vite se dépêcher. Il faut aussi désigner le nombre de personnes qui y aura dans chacune des commissions parlementaires, parce que c'est comme en France.
les parlementaires, ils ne travaillent pas sur tous les sujets. Ils sont aussi distribués entre différentes commissions parlementaires. Il y en a 20, et puis en plus, vous avez des sous-commissions. Donc là, combien est-ce qu'on va mettre maximum, le nombre maximum de membres de la commission en charge de l'environnement? Aujourd'hui, il y en a énormément, il y en a plus de 80, peut-être qu'il y en aura un petit peu moins la fois prochaine. Et puis, qui va participer à ces commissions parlementaires? Il faut être inscrit dans une commission parlementaire. Après, on peut être suppléant dans d'autres. Donc voilà, tout ça, ça va prendre du temps, parce qu'il faut être prêt pour la procédure de nomination de la présidence de la Commission européenne. Parce qu'elle aussi, le mandat de la Commission a été calé sur le mandat du Parlement pour bien montrer la légitimité de cette institution de la Commission européenne et de l'emprise du Parlement dessus. Donc il faut être prêt. Et tout ça, la désignation, la procédure de désignation de la prochaine présidence de la Commission européenne et du Collège, donc des autres commissaires qui vont l'accompagner, ça sera courant septembre. Donc, il faut commencer à identifier un petit peu les commissions, qui va être dans les commissions, parce que comme l'a dit Hugo, eh bien, vous allez passer sur le gris si vous êtes candidat désigné. Et ce n'est pas une mince affaire quand même. Vous avez quand même une petite liasse documentaire à laquelle vous devez répondre, des questions bien pointues sur votre profil, votre parcours, et puis sur votre capacité à avoir une vision sur le portefeuille qui vous a été proposé. Donc tout ça, faut bien être prêt. Mais c'est pas seulement le sujet. Il y a aussi un autre sujet, justement. Comment désigner cette présidence de la Commission européenne? Et là, pendant la première semaine qui va suivre, assez rapidement, ça va être aussi un peu un sujet à l'ordre du jour entre les responsables des différents groupes politiques. Ils se seront bien comptés, on saura qui est à peu près le vainqueur. A priori, c'est pour l'instant le Parti populaire européen, parce que vous avez une date importante. Le 17 juin, ce sont, qui rentrent dans la mêlée? Les chefs d'État et de gouvernement. Ils ne peuvent pas rester à l'écart de tout ça, quand même. On parle de choses importantes, désignation de l'exécutif européen, donc Commission européenne. Donc il y a une réunion informelle du Conseil européen, donc qui réunit les chefs d'État et de gouvernement et le président du Conseil européen, Charles Michel, et qui vont certainement aborder le sujet. En tout cas, c'est bien le point. Et donc la question pour le Parlement est de savoir qui va imposer son candidat. Est-ce qu'ils vont refaire le coup de 2014, le Parlement européen? Ils vont imposer un candidat. En l'espèce, c'était plutôt pas mal, parce que c'était Jean-Claude Juncker, 18 ans comme Premier ministre, donc une certaine carrure. Il en avait quand même enterré un certain nombre de Premiers ministres ou de présidents de la République, notamment français. Donc sa candidature n'a pas trop fait de discussion. Là, on verra comment ça se passe, que c'est Von der Leyen qui a déjà indiqué qu'elle a été candidate, qui est soutenue par le Parti populaire européen, ou est-ce que ça sera un autre ou une autre? Bien malin celui qui sait. En tout cas, le jeu est assez ouvert et c'est pas forcément aussi simple que cela. Donc voilà, on aura ces grands éléments qui vont politiques, institutionnels, qui vont occuper pendant juillet, août. Bon, on lâche un petit peu le pied quand même. Et puis septembre et octobre. D'accord, mais après, c'est pour faire quoi? Où est-ce qu'on va aller? Je vous ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, je vous ai dit sur les activités législatives, il y avait 150 actes législatifs qui ont été adoptés par le Parlement sur la période 2019-2024. En fait, je vais vérifier, c'est 376 exactement. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Sur 5 ans, c'est pas beaucoup quand on regarde l'activité législative française juste sur la dernière législature 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisserai regarder sur le site de l'Assemblée, ils sont aussi quand même plutôt bien. Donc, il va y voir, c'est aussi comment il faut reprendre l'activité législative. Ils ne peuvent pas juste s'organiser pour désigner la présidence de la Commission européenne et puis le collège, les 26 autres commissaires. Alors, sur quoi ils vont travailler? En fait, ils ne décident pas. Le Parlement, ça a été dit, n'a pas l'initiative législative. Il peut demander à la Commission d'agir. Et si elle ne veut pas agir, elle n'agit pas. Même la Commission, ce n'est pas elle qui décide dans son coin, installée dans ses bâtiments à Bruxelles. Ah tiens, demain, on va décider d'harmoniser la taille de la pizza. Pourquoi pas? Pendant un temps, on avait des législations sur les tailles des courgettes, je vous rassure. Ce genre de truc-là a un peu disparu. En tout cas, heureusement, on ne fait plus que ça. On ne fait pas que ça. En fait, les orientations stratégiques pour la prochaine législature, elles ont déjà été engagées, les réflexions ont déjà été engagées. Et ça, qui s'est attelé à la tâche? Ce n'est pas la Commission. C'est les chefs d'État et de gouvernement. Depuis déjà le milieu de l'année 2023, ils réfléchissent aux grandes orientations stratégiques de l'Union pour la période 2024-2029. Alors, ce n'est pas une surprise, l'Union européenne, il n'y a jamais des gros effets de rupture. C'est toujours les mêmes sujets sur lesquels on travaille parce que c'est un processus qui demande énormément de temps. Donc, les sujets, c'est sécurité et défense, résilience, compétitivité. Il y a la question énergie, environnement, élargissement.
et puis aussi capacité de promouvoir ces valeurs à l'extérieur de l'Union, donc vis-à-vis des pays tiers. Donc sur les 5 grands thèmes qui reprennent en grosso modo les thèmes qui étaient déjà sur la période antérieure, on a juste changé l'ordre. Aujourd'hui, il y a une grosse insistance sur la question de sécurité et défense pour des raisons géopolitiques assez évidentes. Et la commissaire, le prochain candidat à la Commission européenne, il va hériter un petit peu de tout ça, de ces orientations, parce que le Conseil européen, il a bien décidé de se mettre d'accord sur ces grandes orientations sur son autre réunion qui est prévue à la fin du mois de juin, 27-28 juin. Il y aura peut-être une session de rattrapage s'ils ne sont pas mis d'accord sur la désignation du candidat pour la Commission européenne, du présidence, mais il y aura aussi définition, validation définitive des grandes orientations stratégiques pour 2024-2029. Ce qui veut dire, c'est que la Commission européenne, la prochaine, va devoir s'inscrire dans ces pas-là, dans ce chemin-là, avec certaines nuances. Donc, un des grands enjeux pour le prochain candidat à la Commission européenne, c'est d'établir un calendrier, des idées, des préoccupations, des priorités politiques et législatives qui viennent mettre en œuvre en musique ces grandes orientations du Conseil européen, mais qui satisfassent aussi la majorité au Parlement européen sur laquelle elle veut s'appuyer. Donc pour la dernière fois, pour la dernière présidence de la Commission européenne, von der Leyen, quand elle a été désignée, elle s'est enfermée dans son bureau avec une petite équipe réduite pour bosser pendant tout l'été son programme pour satisfaire, juste après sa candidature, elle s'est enfermée, vraiment, elle ne voyait plus personne, pour préparer son programme, pour qu'à la fois il réponde aux attentes du Conseil européen, qui nomme à la fin la présidence, évidemment, et puis satisfaire aussi une majorité au Parlement européen, parce que le Parlement, il vote aussi la candidate ou le candidat qui est présenté par le Conseil européen. Mais on pourra revenir sur la procédure de nomination si ça vous intéresse. Et ça, on verra un petit peu à quelle sauce on va être mangé, quels sont les gros dossiers. L'environnement, on a déjà fait beaucoup, donc il faut déjà attendre que les textes aussi soient bien appliqués. Il y a beaucoup de choses qui ont été adoptées là, sur les 6 derniers mois. Donc là, on va un peu lever le pied. Question énergie peut-être, question santé aussi, il y a quand même pas mal de marge. Sur les questions du numérique, il y a des textes qui sont encore en suspens, mais il y a un gros paquet qui a été adopté sur l'intelligence artificielle, le marché du numérique, les services du numérique, juste pour éviter que les plateformes un peu vendent tout et n'importe quoi et abusent de leur situation. Sécurité, défense, il y a de la marge, mais ce n'est pas un domaine sur lequel l'Union a énormément de moyens. Et puis, est-ce que effectivement, Viktor Orban peut être un peu casse-pied dans tout ça, dans cette mise en œuvre? Honnêtement, j'y pense pas. En fait, il a la pire des présidences. Je me demande si ça n'a pas été fait exprès. En fait, comme vous le savez, dans chaque pays, chaque État membre, chaque gouvernement assure pour une durée de 6 mois la présidence du Conseil de l'Union européenne. Voilà. Sauf la formation qui s'occupe des affaires étrangères. Mais là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Côté institution, il y a des commissions qui sont en train d'être mises en place. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Côté législatif, ça sera 0. Donc, en gros, jusqu'à octobre, il n'y aura pas grand-chose à gérer. Et puis, après octobre, faut le temps de relancer des dossiers. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, en gros, en octobre, il y a peut-être quelques petits dossiers qui pourront être repris, qui avaient été laissés en suspens en avril de cette année, parce que le Parlement a arrêté son travail pour raison de campagne. Mais ça va être une très petite présidence du Conseil. Donc Orban va peut-être s'agiter un peu, mais je ne pense pas que ça soit un gros problème à gérer. Voilà. Merci à tous les trois. C'était vraiment passionnant et on a appris plein de trucs. Maintenant, ça va être vous qui avez la parole. Hein. Jean-Yves, tu as un micro à disposition pour notre public s'ils veulent poser des questions. Tu peux éventuellement nous mettre un peu de lumière aussi, s'il te plaît. Qu'on se voit. Alors bon, moi je vais commencer par la question qui tue et qui est toujours d'actualité. Pourquoi 2 sites ? Pourquoi Strasbourg et Bruxelles ? Tout simplement parce que c'est inscrit dans les traités. Chirac avait, lors des négociations, c'était Maastricht ou Amsterdam, j'ai un doute là-dessus. Amsterdam, il me semble, il y avait quelques grosses critiques de la part des parlementaires qui disaient « Vous êtes sympa qu'on se déplace en permanence à Strasbourg, sachant que toutes nos réunions de groupes politiques, de commissions, elles se font à Bruxelles. » Donc ça nous oblige à nous trimballer avec tout notre staff, de déplacer aussi, à l'époque, c'était pas tellement numérisé, donc c'était des kilos et des kilos de documentation dans des camions. Donc c'était un coût relativement considérable pour passer 2 jours et demi ici et pour rentrer illico presto sur Bruxelles. Donc évidemment, moi j'adore Strasbourg,
même si je viens de Metz. C'est toujours plaisant, mais c'est vrai que certains se plaignaient de ces déplacements. Et en même temps, au regard des investissements qui ont été faits pour moderniser notamment les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg, et compte tenu de l'activité aussi que ça génère, pour ceux d'entre vous qui ont de la famille, qui viennent en période de séance plénière à Strasbourg, c'est vrai que pour trouver des hôtels, c'est pas très simple. Et puis les prix ont tendance un peu à augmenter pour la réservation des chambres d'hôtel, mais ces temps, ça fait vivre quand même toute une série d'activités hôtelières, restauration, et puis toute une série aussi d'autres services liés pour le fonctionnement du Parlement. Et donc, pour ces raisons-là, pour une question aussi politique, symbolique, le choix de Strasbourg, c'est la ville frontière avec l'Allemagne, dans une perspective de signification symbolique du rétablissement de la paix entre les deux pays. Ça faisait tout à fait du sens de maintenir, et on sait que le couple franco-allemand, il y a des hauts, il y a des bas, et il est important, néanmoins, il est important de pouvoir le maintenir. Donc, pour toutes ces raisons économiques, politiques, symboliques, le président Chirac a imposé que ce soit bien marqué dans les traités que toutes les séances plénières du Parlement se déroule à Strasbourg. Et quand ce n'est pas le cas, parce que de temps en temps, les parlementaires, ils sont un peu malins, ils disent on va faire. En fait, ce n'est pas vraiment une plénière, on va essayer. C'est un truc en plus par rapport à celle obligatoire qu'on doit faire. On va la faire à Strasbourg, on va la faire à Bruxelles. Eh bien, les autorités françaises, rapidement, saisissent la Cour de justice pour rappeler à l'ordre le Parlement européen dans ses obligations constitutionnelles. Merci. Petite anecdote sur ces déplacements qui, en fait, sont logistiquement quand même très, très pesants pour les équipes des parlementaires. Et c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin, en tout cas en fin de législature, il y a eu un problème de train qui est allé à Marne-la-Vallée, donc à Disneyland, au lieu d'arriver à Strasbourg, ce qui a fait beaucoup rigoler les députés et leurs collègues. Il fallait les distraire. Alors, qui est-ce qui a une question ? Monsieur. Bonsoir, merci pour vos explications. Alors moi j'ai une question pratico-pratique. Alors là, les listes pour lesquelles on va voter, il y a plus de 30 listes, il me semble, au niveau national. C'est un vote pour l'Europe. Et donc, dans la presse, on dit que ce vote va être confondu, va être plutôt vu comme un vote sanction contre le gouvernement actuel. Et donc moi je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas meilleur temps de voter, d'avoir des listes correspondant à ces partis qui sont au Parlement européen, ce qui éviterait déjà la confusion entre le national et l'européen. Et en fait, là, pratiquement, on mettrait un vote d'un parti qui siège au Parlement européen. Donc, avantage, inconvénient, voilà, je vous pose la question, est-ce que ça serait, enfin, d'un point de vue communication, même d'un point de vue bon sens, est-ce que ça serait pas mieux de mettre un bulletin correspondant aux X7 ou 8 partis qui siègent au Parlement européen? Voilà, c'est la première question. La deuxième question, c'est en admettant que le parti pour l'espéranto fasse 10%. Par exemple, voilà. Donc ça veut dire que le parti pour l'espéranto va avoir 1 ou 2 députés qui vont aller siéger au Parlement européen, si j'ai bien compris. Dans quel parti va-t-il siéger? Est-ce qu'il va aller voir les partis et dire coucou, est-ce que vous m'acceptez, ou est-ce que c'est négocié? Enfin, comment ça se passe? Parce que lui, il ne va pas rester tout seul. Comment choisit-il son parti? Parce qu'en fait, il n'est pas représenté actuellement. Enfin, c'est un exemple un peu voilà, non représentatif, mais voilà, j'espère que je me suis assez fait comprendre. Merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui s'y colle? Hugo Cagnac. Oui, alors je peux donner quelques éléments sur Bon, je vais commencer par la première, et puis après je laisserai mes collègues compléter. Mais alors c'est vraiment une des grandes questions des élections européennes là, que vous posez. C'est la question des listes transnationales que j'ai mentionné tout à l'heure. Et alors effectivement, c'est un serpent de mer des élections européennes où depuis longtemps, le Parlement, notamment, une partie en tout cas du Parlement, se bat pour avoir au moins une partie de listes transnationales, ce qui avait été d'ailleurs soutenu par Emmanuel Macron, je crois, au début de son premier mandat, qui avait explicitement poussé pour ça.
Je crois d'ailleurs que c'était un système qui devait combiner des listes transnationales plus des listes nationales. Donc c'était un mélange des deux qui aurait pu être une solution de compromis. Mais c'est une solution qui est rejetée de façon systématique par certains États, par des parlements, et puis par toute une série d'acteurs politiques qui considèrent que la légitimité politique, elle se construit avant tout au niveau des États. Et là, c'est un vrai choix presque de philosophie politique. Qu'est-ce qui est légitime? Est-ce que c'est la nation, l'État-nation? Est-ce qu'on peut passer à l'Europe? Ou est-ce que... Bon, c'est un débat qui a vraiment beaucoup d'implications. Ce qui est sûr, c'est que s'il y avait des listes transnationales, ce serait un plus pour la légitimité du Parlement européen, ce qui explique qu'il y ait des soutiens importants au Parlement européen pour cette idée, parce que ça permettrait de dire justement, bah, regardez, c'est pas un vote, c'est pas une addition de votes nationaux, c'est vraiment le début de la création d'un peuple européen qui avait été amorcé avec la citoyenneté européenne en 1992, enfin, avec Maastricht. Ce serait un argument de poids pour la légitimité du Parlement. C'est pas pour cette fois, ce sera peut-être pour la prochaine. On peut penser, bon là c'est vraiment à titre personnel, je pense que ça finira par arriver, mais pas tout de suite. Un petit élément sur ce que vous avez dit tout au début, l'idée que c'était joué sur des enjeux nationaux, on voit ça comme un vote sanction, etc. Ça, effectivement, en sciences politiques, on a souvent dit que c'était des élections de second ordre, dans le sens où elles se jouent sur des enjeux nationaux, qu'elles sont, en plus, quand elles arrivent à mi-mandat national, notamment des partis de gouvernement, ça va être forcément en réaction. Alors, c'est partiellement vrai. On voit aussi dans les dernières recherches que, de plus en plus, les enjeux européens, proprement européens, pèse aussi dans les choix des électeurs. Et on peut citer notamment certaines grandes différences en fait d'échiquiers politiques qui, par exemple, je pense aux Verts, qui ont été historiquement très puissants dans certaines élections européennes et qui ne reflétaient pas forcément une grande puissance au niveau national. Donc voilà, les équilibres ne sont pas forcément les mêmes. Mais voilà, globalement, vous avez sûrement raison sur l'idée d'élections de second ordre, ou en tout cas d'une fusion entre les enjeux nationaux et européens. Et puis, sur votre dernier point, sur les groupes finalement, ou les partis, alors il y a deux choses. Vous avez des partis politiques européens qui sont un peu, on va dire, hors sol justement aujourd'hui, sortis de la bulle bruxelloise. Si on va au fin fond de la Corrèze, je ne suis pas sûr que beaucoup, peut-être pas un bon exemple, il y a un certain engagement politique en Corrèze. Donc dans l'Indre, pourquoi pas, que beaucoup aient entendu parler du Parti populaire européen, des socialistes et démocrates, etc. Donc vous avez ces partis en fait qui sont très souvent en plus des réunions d'affiliation. En fait, ils existent par les affiliations que les partis politiques nationaux ont établies avec eux, ce qui les rend d'une certaine façon un peu évanescents. Après, il y a la nécessité de s'organiser son travail au sein d'un Parlement. Et là, ça a été rappelé tout à l'heure par Hugo, les députés qui ont été élus chacun dans leur circonscription nationale, avec leur carte à un parti national, parce que c'est ça dont on parle, les députés qui sont élus sur la liste de Madame Hayet, ils ont leur carte, je suppose, pour 99% d'entre eux, à Renaissance, de la même façon pour ceux, les Républicains, pour ceux, pour la LFI, etc., sur la liste de Manon Aubry. Après, voilà, ils arrivent, ils sont élus, et ils se retrouvent alors, au Parlement, et là ils se disent, mais avec qui on va pouvoir travailler? Alors de façon habituelle, de façon très régulière, historique, les Républicains, ex-UMP, ex-RPR, ils travaillent avec le Parti populaire européen. Les socialistes, inscrits en carte au PS, qui seront élus sur la liste de M. Glucksmann, eh bien, traditionnellement, ils vont travailler, ils vont s'inscrire aussi au groupe des socialistes et démocrates. Vous avez une identité très forte entre le parti et puis ces groupes. Mais dans d'autres, c'est moins vrai. Par exemple, le groupe dans lequel il y a les représentants des députés qui appartiennent à l'actuelle majorité gouvernementale française, là, c'est un groupe où ils n'ont pas vraiment voulu. C'est un rapprochement qui mélange à la fois le Parti démocrate européen, un autre groupe, l'ancienne ALDE, et puis Renew, Renaissance française. Ils n'ont pas voulu trop se diluer.
Donc ils vont travailler ensemble parce que quand même sur les questions économiques, ils sont un peu libéraux de la même façon, ils ont un certain nombre de problématiques communes. Et puis pour bosser, c'est mieux d'être ensemble. Parce que au Parlement, si vous n'êtes pas dans un groupe, vous n'avez pas de droit, ou très très peu. Alors on ne peut pas composer un groupe comme ça. Hein, sinon ce serait facile. Imaginez la grosse délégation allemande de la CDU-CSU, ils arrivent, hop, nous on fait un groupe. Non, il ne s'agit pas de reproduire des groupes nationaux. On veut des groupes sur des affinités politiques. Donc il faut être au minimum 23 membres issus d'un quart des États membres. Donc en l'espèce, 7 États membres minimum. Donc il faut que vos gars ils viennent de France, d'Allemagne, d'Italie, de Chypre, du Portugal, etc. Et là, quand vous avez le nombre, hop, c'est bon, vous pouvez déposer votre groupe auprès du bureau de l'Assemblée, dire on est un groupe et donc on aura des droits. On aura des moyens financiers, on aura des moyens humains, on aura un droit de parole, on aura aussi le droit de pouvoir d'avoir des vice-présidences, etc., des présidences de commissions parlementaires, ça c'est super important, et toute une série d'autres petits bénéfices. Après, voilà, vous le disiez, c'est ce problème des élections, notamment en France, c'est une sorte de défouloir, c'est un peu le sondage grandeur nature, hein, ça permet à chacun de voir un peu son positionnement par rapport aux autres dans les perspectives des élections nationales, et donc le côté européen, il est un peu diffus. En tout cas, clairement cette année, il n'a pas forcément apparu comme il aurait pu être envisagé. Regardez les enjeux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors j'ai deux questions. Je vais reprendre la réponse donc à la précédente question sur le fait de passer donc à un vote qui serait plutôt supranational par rapport à national, en tout cas sur des partis qui seraient pas des partis nationaux. C'est qui aurait la main pour changer ça? C'est les pays? Est-ce que c'est le Parlement, les commissaires? Faut savoir qui peut changer ça techniquement. Et ma seconde question était sur le seuil de 5% qu'on a en France. J'aimerais savoir quelle est la raison qui explique pourquoi il est aussi élevé et s'il y avait la possibilité effectivement de le changer. Et encore une fois, qui techniquement peut changer ça? Est-ce que c'est nous, la France, ou est-ce que c'est au niveau d'une institution européenne qui peut faire ça? Essayez de répondre assez court pour qu'on puisse prendre... Ouais. Alors sur la première question, en fait, c'est le Parlement qui peut faire une proposition de décision sur le sujet. Ça a été le cas en 2018, en fait. Et il y a une initiative qui a été prise. Et c'est là, en fait, où le président Macron n'a pas été content parce que lui portait énormément ça. Et le groupe du Parti populaire européen a dit « niet » parce qu'on voit venir. C'est surtout le groupe Renew, le groupe des libéraux auquel appartient la majorité, qui risquerait d'être gagnant dans ce dispositif. Et nous, on est contre. Résultat, le président du Parti populaire européen, Manfred Weber, qui était tête de liste du PPE pour être à la présidence de la Commission européenne, quand en 2019, ça arrive, eh bien, il a eu un petit retour de bâton et le président Macron lui a rappelé qu'il n'avait pas trop à goûter l'opposition qui s'était manifestée, notamment il y a d'autres choses qui s'étaient manifestées sur ces listes transnationales. Donc le Parlement aurait possibilité d'initier le dispositif, mais après c'est une décision du Conseil qui doit être approuvée par le Conseil à l'unanimité, qui doit être ratifiée par les différents États membres. Donc avant que ça passe, avant que ça puisse être adopté, il va y avoir un petit peu de délai. Sur le choix du seuil, là c'est dans le droit de l'Union européenne où il est indiqué que pour les États membres envoyant plus de 35 députés au Parlement, membres au Parlement européen, ils doivent définir un seuil compris entre 2 et 5%. Mais après, c'est chaque État membre qui, dans son droit électoral, peut choisir si c'est plutôt 5 ou plutôt 2. Et côté français, il y a une décision du Conseil constitutionnel en date de 2019 qui a dit que le seuil de 5% permettait de contribuer à éviter un éclatement de la représentation politique au sein du Parlement et donc de garantir son efficacité, donc éviter d'avoir 20 groupes politiques et d'en avoir aujourd'hui que 7. Et le seuil était peut-être haut, mais correspondait, n'était pas disproportionné par rapport aux objectifs qui étaient poursuivis. Merci. Monsieur a une question. Oui, merci. Si vous vouliez nous prouver que l'Europe est un machin, je crois que c'est presque réussi. Venons maintenant sur le fonctionnement de toutes ces institutions. Est-ce que le désamour pour l'Europe, voire les abstentions, ne sont pas aussi liés
au fonctionnement même des institutions européennes. Je prends 2 exemples. Quand Karima Delli propose de faire des visites médicales pour des gens de plus de 65 ans pour voir s'ils restent aptes à conduire des voitures, chose qui fonctionne très bien dans certains États en Europe, on voit la façon dont ça a été balayé, alors que c'était, du moins de mon point de vue, une bonne idée. Quand on voit qu'il suffit d'envoyer un tracteur à Strasbourg pour dire que non, tout compte fait, les phytosanitaires, c'est pas si dangereux que ça, c'est sûr qu'un tracteur fait 1,6 tonne, un bulletin de vote fait quelques grammes. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, les gens ne voient pas dans les réactions que l'Europe a que tout compte fait, ce truc-là, alors que normalement, c'est justement par l'effet de masse, c'est ce qu'on ne peut pas faire avancer. Je comprends qu'on ne peut pas interdire un phytosanitaire en France si tous les autres pays de l'Europe continuent à l'utiliser. Donc l'Europe a besoin de montrer cet effet de masse, et puis il n'y arrive pas. Alors est-ce que ce n'est pas l'Europe elle-même qui est à l'origine de ce désamour ? Bon, je dis juste un mot avant de passer la parole, mais je pense qu'il faut quand même... alors, vous avez raison, mais il faut nuancer quand même cette idée qu'il y a a priori un désamour pour l'Europe. Alors c'est vrai, hein, ce ne sont pas les élections qui mobilisent le plus, et il n'y a pas un enthousiasme énorme pour ces élections, ni pour l'Union européenne de façon générale. Après, bon, je parlais du taux d'abstention tout à l'heure, qui tourne autour de 50%. Il faut aussi voir que pour les autres élections en France, en dehors de la présidentielle, le taux d'abstention est fort. Donc c'est quand même assez... voilà, c'est pas spécifique à l'Europe. Et par ailleurs, ça varie beaucoup d'un État à l'autre. Il y a des États où le vote est obligatoire, en Belgique par exemple. Donc les gens vont voter. Globalement, hein, c'est pas appliqué de façon très stricte, mais c'est quand même... voilà. Et vous avez des États où la participation est beaucoup plus faible, notamment dans l'Europe centrale et orientale, où la participation aux européennes est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc voilà, il faut nuancer un peu. Ensuite, ce que je peux ajouter aussi, alors je ne peux pas réagir là sur les exemples que vous donnez, mais pour peut-être donner un élément aussi d'explication de quand même cette impression que l'Europe est souvent faire un désamour, comme vous avez dit. Il faut voir aussi la façon dont elle est utilisée, les usages de l'Europe, pour prendre aussi un concept. C'est-à-dire qu'on a quand même souvent affaire à des chefs d'État et de gouvernement qui, comme l'a rappelé Frédéric tout à l'heure, sont aussi co-législateurs de l'Union européenne et qui, quand ils vont à Bruxelles, font les textes européens, et quand ils rentrent dans leur capitale nationale, souvent disent regardez, l'Europe a fait ça, Bruxelles a fait ça. Et il y a quand même souvent un double jeu de ce point de vue-là qui ne contribue pas, évidemment, à créer de l'enthousiasme pour l'Union européenne. Quelques mots d'abord, oui, justement sur le désamour, hein, j'ai en tête les travaux récents qui ont été faits en sciences politiques et qui visent à évaluer un petit peu l'adhésion ou le rejet de l'Union européenne. Est-ce que, donc c'est Virginie Van Ingelgom, Maëlle Lecor-Juratic et Cal Le Gall, pour les citer, les collègues qui ont fait ce travail, et justement parce que c'est très intéressant, leurs résultats, ils montrent qu'il y a une catégorie dont on n'a pas du tout pensé au départ, interrogée, avec laquelle on n'a pas pensé le rapport à l'Europe des citoyens, c'est l'indifférence. Et ce sentiment est prégnant, est très prégnant. Et il rejoint aussi nos propos sur l'abstention, mais peut-être moins qu'un grand rejet, ou alors peut-être de la part de certains citoyens plus politisés, il y a une réelle indifférence peut-être d'une grande partie des citoyens pour ce qui se fait à l'Europe. Ensuite, je vais peut-être me permettre de reformuler en termes de déficit démocratique, c'est-à-dire que ça, c'est le grand sujet de l'Europe depuis les années 90, c'est l'idée que l'Europe est une machine technocratique, dégagée des intérêts des citoyens. Je vous l'ai montré dans mon histoire du Parlement européen, c'est pas totalement faux si on regarde l'histoire des institutions. Cette idée de déconnexion et de manque de responsabilité, en tout cas des institutions, face aux citoyens européens. Donc cette idée de déficit démocratique, elle existe depuis le début des années 90, et depuis le début des années 90, eh bien, les institutions essayent de se réformer pour tenter de le réduire, en tout cas de faire taire les critiques sur le déficit. Alors ça a contribué
ce que j'ai décrit sur la montée en puissance du Parlement européen est une première tentative, en fait, déjà, de ramener un peu de démocratie dans cette machine. Il y a d'autres tentatives, donner plus de rôle aux parlements nationaux. Ils en ont acquis désormais. Il y a un système de carton. Alors, vous allez dire que c'est très compliqué, je suis d'accord, mais voilà, il y a une manière, une procédure qui donne un rôle et une voix aux parlements nationaux dans la procédure législative. Toute une tentative d'ouverture des institutions. La Commission européenne va proposer des consultations publiques quand elle fait un texte, etc. Donc, il y a une initiative européenne qui existe, alors dont je vais laisser mes collègues décrire le fonctionnement. Mais des citoyennetés européennes, de citoyens européens, c'est ça qui permet de proposer, alors avec un seuil très important d'adhésion, mais voilà, de proposer certaines législations, ou d'inviter la Commission à proposer des législations, une forme de démocratie directe, en tout cas un embryon très embryonnaire. Donc voilà, le constat que vous faites, en tout cas, est partagé par un ensemble d'acteurs au niveau européen. Et les solutions ont commencé à se multiplier, en tout cas pour y faire face. Merci. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Parce que sinon, on va passer à la projection du travail de Violaine Leroy, donc notre illustratrice. Ah oui, vas-y. Juste sur le côté machin, ça ne me gêne pas qu'on appelle l'Europe un machin, parce que c'est vrai que c'est une forme qui perturbe. C'est pas un État, c'est pas l'ONU non plus, c'est pas l'OCDE, c'est quelque chose intermédiairement. En fait, est-ce que ça importe vraiment de faire de la forme? Ça, c'est bien pour les juristes, les politistes qui aiment bien avoir des catégories très claires dans lesquelles ranger les chaussettes. Moi, ça ne me gêne pas. Du moment que c'est un instrument qui garantit finalement de répondre, alors c'est un instrument politique, de répondre de façon satisfaisante ou pas à un certain nombre d'enjeux économiques, sociaux, environnementaux, énergétiques, géopolitiques, sociaux évidemment aussi, avec des fois des imperfections, même avec souvent des imperfections, mais ça c'est l'enjeu de la politique. Ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres, ça va plaire à une partie de la population, ça va pas plaire à une autre partie de la population. C'est pour ça que c'est important d'aller voter aussi pour dire à un moment, vous êtes sympa là, mais sur les phytosanitaires, sur la question du glyphosate qui est encore reportée pour 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de pouvoir agir? Si, il y a un moment, il faut pouvoir agir à travers les canaux. Vous avez deux canaux. Le premier canal, c'est l'élection du Parlement européen, qui est un des acteurs qui va participer à adopter les lois européennes, mais ce n'est pas le seul. L'autre canal, c'est aussi les gouvernements qui sont élus démocratiquement dans l'ensemble des 27 États membres et auprès desquels un certain nombre de messages peuvent être faits passer par des moyens démocratiques, évidemment, à travers la désignation aussi de ceux dont ils dépendent, devant lesquels ils sont responsables, c'est-à-dire devant vous, certes, mais aussi dans les démocraties représentatives, devant les parlements nationaux. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce dispositif qu'est l'Europe, c'est pas un truc qui existe hors sol au niveau de Bruxelles et qui est enfermé rue de la Loi, pour ceux qui connaissent, quartier Schuman, etc., le quartier européen. Ce sont des hommes et des femmes qui sont pour partie d'entre eux des fonctionnaires européens, tous ceux qui travaillent à la Commission ou dans les services du Conseil, qui apportent leur appui, etc., donc des hommes et des femmes, mais ce sont aussi évidemment des élus européens désignés dans les différentes circonscriptions qui ont aussi un point de vue politique sur ce qu'il faut faire, qui vont être amenés à participer à l'élaboration des politiques publiques européennes, et ce sont aussi évidemment les ministres ou le chef d'État qui vont aussi participer à leur niveau à l'élaboration. Donc c'est un ensemble. C'est vrai que ça peut être confondant parce qu'on se dit mais c'est quand même une sacrée équipe là, de foot que vous nous constituez, comme il y a bientôt l'Euro 2024 de l'autre côté de la frontière. C'est pas une équipe de 11 avec les 11 avec les autres remplaçants sur la touche. Là, on a à peu près 200 personnes, évidemment. Alors pour faire entrer dans le bus, c'est un peu compliqué. Donc je comprends que ça perturbe. Mais tout simplement pourquoi? Parce que derrière, il y a la mobilisation d'éléments de souveraineté et les États membres ont toujours voulu ont transféré, on dit on va exercer au niveau européen. En fait, ils exercent collectivement des éléments de souveraineté. Et donc, il y a la confiance, même si ça fait 70 ans maintenant que le processus est engagé, c'est toujours délicat parce que les perspectives pour les uns sont pas... On ne voit pas la politique d'environnement en Finlande comme on la voit à Chypre, comme on la voit en France, comme on la voit aux Pays-Bas. Et donc, c'est une dynamique, en fait,
constructive qui a été mise en place en mobilisant des représentants qui chacun portent une vision différente de la politique et au sein de laquelle, évidemment, on a notre mot à dire, soit en agissant sur les gouvernements ou les parlements nationaux, soit en agissant au niveau du Parlement européen, soit aussi en se faisant entendre auprès de la Commission européenne. Alors, il y a des dispositifs, l'initiative citoyenne européenne, qui permet de faire porter des messages. Il y en a eu quelques cas assez typiques sur la protection des eaux, notamment des eaux fluviales, la question du transport des animaux, la question aussi de l'avortement. Il y a toute une série de possibilités d'intervention auprès de la Commission pour dire on a aussi une vision de ce qu'il faudrait faire peut-être pour demain au niveau européen, collectivement, parce qu'il y a des sujets qui sont plus faciles à régler et de façon plus efficace à régler au niveau européen. Je vous donne l'exemple, au niveau numérique, si vous voulez agir vis-à-vis de Google, Meta ou de Microsoft, le président français peut passer des coups de fil. Il sera reçu, il arrivera à discuter avec le PDG. Mais je ne suis pas sûr que ça soit hyper efficace parce qu'eux pensent, la France, c'est qu'un marché de 68 millions d'habitants. Bon, c'est quand on pèse 3 000 milliards de dollars comme Apple. Bon. Si en revanche, on a face à nous une réglementation européenne qui dit vous avez face à vous un marché de 450 millions d'habitants et si vous faites les guignols, on va vous couper les accès, vous ne pourrez plus vendre vos services auprès de ces 450 millions d'habitants qui sont parmi la population la plus riche au monde. Ah, là, vous dites, je vais peut-être faire un effort quand même, je vais réfléchir à 2 fois. Donc il y a des effets de levier qui existent sur un certain nombre de problématiques, il y a des trucs qui sont mal faits, qui ne sont pas bien faits, ça c'est clair, mais c'est la politique aussi. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à s'engager, à se battre pour faire avancer les choses, évidemment, dans le sens de son intérêt. C'est ça qui fait aussi, on n'est pas seul. Alors, déjà, au sein d'un couple, très souvent, on s'engueule. Alors évidemment, quand on est 27 États membres, 450 millions d'habitants, c'est encore un peu plus compliqué. Merci, on va devoir terminer. Violaine, est-ce que tu veux descendre juste pour que les gens qui sont là ce soir avec nous te voient, puisque pour l'instant tu es caché dans la régie, et puis que tu nous dises un ou 2 petits mots sur ta production. Donc je vous rappelle que cette production sera mise en ligne sur le site du Jardin des Sciences, quelques jours après la rencontre. Il faut encore qu'elle travaille un peu, Violaine, là-dessus. Et la captation audio sera disponible en podcast sur le même site et sur le site rcf.fr ou sur l'appli RCF, donc sur la radio. Bonsoir. Merci déjà pour vos éclairages. C'était très dense et on se rend compte, enfin peut-être que certains dans l'Assemblée sont tous très au courant, mais qu'on n'est en fait pas très au courant. On a des cours d'éducation civique au collège ou au lycée, mais on a du mal souvent à s'y intéresser, on oublie. Et puis j'ai l'impression que ça change beaucoup, parce que moi par exemple, il y a une date que j'ai notée au tout début, 2007, et je me disais en fait, c'est pas si vieux, et il y a déjà et je pensais pas que c'était si récent, par exemple la co-législation. Je pensais que ça datait de beaucoup plus longtemps. Voilà, donc toutes ces complexités, j'imagine aussi que ça sert à sécuriser aussi le système. Et c'est intéressant d'en connaître un peu les rouages. Et tout à l'heure, je parlais de la série Parlement, qui est, que je trouve assez formidable, qui, j'imagine, se moque beaucoup et exagère bien évidemment tout ça. Et en même temps, on voit un peu les gens se débattre pour essayer malgré tout de faire des choses. Et je pense que c'est un peu le propre évidemment de tous les gens qui essayent de s'investir, pas que ce soit en politique, mais aussi dans la vie citoyenne en général. Effectivement, il faut discuter avec les gens, il faut essayer de se mettre d'accord. Et c'est assez compliqué et ça va jamais aussi vite qu'on le voudrait. Mais voilà. Merci Violaine. Alors, je vous rappelle que nous étions avec Frédéric Allemand, donc chercheur en droit européen au Luxembourg, Lola Avril, docteur en sciences politiques et chercheuse à l'Université de Finlande orientale, et enfin Hugo Canillac, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Merci à vous tous d'avoir participé à cette rencontre et d'avoir posé des questions. Merci à ceux qui ont assuré la technique, donc Jean-Yves Marchal en particulier qui était là-haut à la régie. Le prochain rendez-vous n'est pas encore fixé, on verra ça avec Margot, sans doute à partir de la rentrée de septembre. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous propose d'applaudir nos 4 intervenants
qui nous ont régalés.